Aristote, dans son livre Les Politiques, dit que l'homme est un animal politique, un zoon politikon. Mais qu'en est-il des animaux, des chiens, des poissons, des vaches? Si les animaux non humains ne sont pas des animaux politiques, comme le dit Aristote, puisqu'ils ne vivent pas dans une communauté organisée autour de règles institutionnalisées, peut-on quand même penser que ces animaux puissent être des sujets politiques? Cela nous amène à la question de savoir si les animaux peuvent être des sujets moraux envers lesquels on aurait des devoirs. Que d'agir d'une certaine manière envers les animaux puisse être pensé comme bon ou mauvais. On est d'abord là dans la sphère de l'éthique animale. L'éthique animale est devenue depuis plusieurs années maintenant un sujet largement débattu dans la sphère publique. Les conditions animales dans les élevages, dans les zoos, dans les cirques n'en finissent pas de poser des questions morales chez beaucoup de monde. Est-il moralement acceptable d'utiliser les animaux pour se vêtir, pour se nourrir, pour se divertir, pour le simple profit de cet animal particulier qu'est l'être humain? Si on a affaire là à des questions morales, on a aussi affaire à des questions politiques. En effet, les relations entre les humains et les animaux impliquent en effet des présupposés qui sont partagés par d'autres thèmes de la philosophie politique, comme la justice ou le droit. Et par ailleurs, les frontières entre la philosophie morale et la philosophie politique ne sont pas particulièrement étanches. Nos jugements moraux forment souvent, et entre autres, la base de nos convictions politiques. Se demander s'il est juste ou moral de manger des animaux, c'est aussi se demander quelle relation doivent avoir les animaux et les êtres humains. Et quels sont les critères, les théories, les arguments qui permettent de justifier ces relations. Sans être exhaustif, bien sûr, on va dans ce nouvel épisode de Politikon dessiner les contours de l'éthique animale, mais aussi les contours d'une politique des animaux. Dans l'histoire des idées, la philosophie n'a pas été toujours tendre avec les animaux. On se rappelle Descartes, qui comparait les animaux à des machines très sophistiquées et qui ne pouvaient donc souffrir. En bon cartésien, dit-on, Malebranche comparait le cri d'un animal à une horloge qui grince. Aujourd'hui, il est largement acquis que les animaux doués d'un système nerveux complexe sont sensibles à la douleur. Et si ils sont sensibles à la douleur, ils sont aussi sensibles au plaisir. Si les animaux peuvent ressentir comme les humains du plaisir et de la douleur, on peut penser qu'on pourrait peut-être se soucier de leur bien-être. Ce thème du plaisir et de la douleur, on voit notamment à un courant de pensée qu'on appelle l'utilitarisme. Pour l'utilitarisme, comme son nom l'indique, il s'agit de maximiser l'utilité, ce qui est utile, ce qui sert pour arriver au plaisir ou au bonheur. En tant que courant de pensée, l'utilitarisme a été initié notamment par Jeremy Bentham, sur lequel on reviendra dans un épisode consacré proprement à l'utilitarisme. Ce qui peut résumer rapidement l'utilitarisme, c'est maximiser le bonheur du plus grand nombre. Et bien sûr, du plus grand nombre capable de ressentir du plaisir et de la douleur. Maximiser le plaisir, minimiser la douleur. Bentham, à la fin du XVIIIe siècle, inclut déjà les animaux dans ce plus grand nombre. Mais il faudra attendre la deuxième moitié du XXe siècle pour que l'utilitarisme revienne à la condition animale véritablement. Et ce, avec le célèbre ouvrage du philosophe australien Peter Singer, La libération animale. C'est donc le critère de la douleur et de la souffrance qui va nous intéresser en premier lieu, pour justifier entre autres de ne plus élever des animaux pour les manger. Au début du livre La libération animale, Peter Singer va montrer que la distinction entre les êtres humains en raison de leur sexe ou de leur couleur de peau est aussi absurde que de discriminer les êtres vivants en raison de leur appartenance à une espèce donnée. Les êtres vivants capables de ressentir du plaisir et de la douleur sont des êtres sensibles envers lesquels il est moralement condamnable de faire subir des dommages. En ce sens, si on peut condamner le racisme et le sexisme, on doit aussi condamner le spécisme, un terme forgé par le psychologue Richard Ryder, qui considère qu'il faut privilégier les membres de son espèce au détriment d'autres espèces, ou encore d'autres espèces particulières comme les chats et les chiens en Occident, plutôt que d'autres comme les cochons ou les vaches par exemple. Pour Singer, les êtres humains et les animaux sensibles, qui peuvent donc ressentir du plaisir et de la douleur, ont des intérêts communs qui doivent être pris en compte. De la même manière que les femmes ont lutté pour faire valoir leurs intérêts dans une perspective d'une libération des femmes, il faut lutter pour faire valoir les intérêts des animaux dans le cadre d'une libération animale. Pour Singer, lutter contre le spécisme n'implique pas de donner des droits aux animaux ou à en venir à considérer que toutes les vies ont la même valeur, mais plutôt qu'il faut venir à traiter de manière semblable des êtres vivants sensibles et capables de développer une conscience de soi, même basique. En bon utilitariste,
Singer pense que nos actions sont moralement acceptables si leurs conséquences ne nuisent pas aux intérêts des êtres vivants sensibles. Il faut donc traiter avec égal intérêt les humains et les animaux sensibles. Mais cela ne veut pas toutefois dire qu'il faille les traiter de la même manière. Les animaux non humains et les humains n'ont pas bien sûr les mêmes intérêts. S'il est juste que le droit de vote ait été accordé aux femmes et aux Noirs américains aux États-Unis, par exemple, c'est parce que ces groupes sociaux ont les mêmes intérêts que les groupes dominants masculins et blancs à pouvoir s'exprimer politiquement. A l'inverse, on ne va pas accorder le droit de vote aux chats ou aux chimpanzés, puisque outre le fait qu'ils ne soient pas capables de voter, cela ne fait pas partie de leurs besoins en tant qu'animaux. Cependant, au sujet de la souffrance, cela signifie qu'il faut traiter les animaux dans le cadre même de leur intérêt spécifique. Ne pas enfermer des animaux sauvages dans des zoos par exemple, ou des poules dans des cages, mais faire en sorte que chaque espèce puisse vivre dans le milieu qui lui convient. Le calcul des intérêts de chaque être sensible aboutit par exemple au résultat suivant. Le plaisir non vital de manger de la chair animale pour un humain est quantitativement et qualitativement bien moins important que celui de la souffrance infligée aux animaux pour produire de la viande. En poursuivant l'argumentation, favoriser de la même manière les intérêts d'un animal non humain et ceux d'un humain peut impliquer dans une perspective utilitariste qu'il peut être moralement acceptable de sauver la vie d'un chien ou d'une vache plutôt que celle d'un humain qui aurait les mêmes capacités cognitives parce qu'il est soit handicapé mental, sénile, nouveau-né, etc. C'est ce qu'on appelle l'argument des cas marginaux. Cet argument montre dans le cas qui nous occupe qu'on doit considérer de manière égale les animaux et les humains, puisque ce qui pourrait les différencier, comme le langage, la conscience de soi, l'intelligence, peut ne pas se trouver dans certains cas minoritaires humains, à la marge donc. Pour Singer, cela signifie que si on respecte moralement un être humain dénué de certaines caractéristiques, on doit tout autant respecter un animal dénué de ces mêmes caractéristiques, sauf celle bien sûr d'être capable de souffrir. Personne n'aurait l'idée, et c'est heureux, d'aller manger de la chair d'humain qui aurait les mêmes capacités cognitives qu'un cochon. Or, si on accorde une égale considération des intérêts des êtres vivants sensibles, alors personne ne devrait non plus avoir l'idée d'aller manger ce cochon. On trouverait absurde d'accorder le droit de vote aux bébés humains autant qu'aux poules ou aux vaches, et pourtant, on jugera moralement plus acceptable de faire souffrir une poule plutôt qu'un bébé. Et ce jugement moral serait, selon Singer, un jugement spéciste. Malgré toute son argumentation, Singer ne considère pas qu'il faille introduire des droits pour les animaux, ni qu'il faille cesser toute exploitation animale. Pour lui, seule la considération morale et égale des intérêts suffit. Ce n'est pas le cas d'autres penseurs comme Tom Regan ou encore Gary Francione, qui élaborent, quant à eux, une théorie du droit des animaux. Regan et Francione défendent également l'abolitionnisme, la position selon laquelle il faut abolir toute exploitation animale, de la même manière que l'esclavage a été aboli en tant que système d'exploitation d'humains par d'autres humains. On l'a vu, il semble bien que le critère de la souffrance soit nécessaire pour penser la relation des animaux non humains et celle des humains. Mais est-il le seul ? N'y aurait-il pas quelque chose d'autre chez les animaux, enfin chez certains d'entre eux, qui nous pousse à agir moralement envers eux? Pour Tom Regan, auteur du livre Les droits des animaux, il faut favoriser la condition des êtres vivants quand ceux-ci sont des sujets d'une vie, que leur vie leur importe, qu'ils sont capables de ressentir des choses, d'avoir des préférences, etc. Par exemple, un chat peut préférer manger certaines croquettes plutôt que d'autres. Un singe peut ressentir de la jalousie, de l'affection, du désir. Bref, des émotions complexes qui évoluent dans le temps. Cela fait pour Regan que les animaux sujets d'une vie sont des personnes dotées d'une personnalité propre qui mérite de vivre convenablement. Un être dont la vie lui importe, humain ou non, doit pouvoir être protégé et avoir des droits. Il doit l'être en vertu de cette qualité et non pas en raison d'un calcul de souffrance et de plaisir que réalisent les utilitaristes. Regan défend une conception morale opposée à l'utilitarisme qui est le déontologisme. Cette doctrine morale, dont le principal représentant est le philosophe allemand Emmanuel Kant, défend l'idée qu'agir moralement, c'est agir par devoir, en vertu du respect de la loi morale posée par la raison, et ce, sans considération des conséquences de l'action. Pour Singer, une mise à mort indolore après une vie de plaisir est moralement acceptable. Pour Regan, le fait même de mettre fin à la vie est injuste et immoral, puisqu'on prive un être de ce qu'il est, de ce qui fait qu'il est justement le sujet de sa vie. Les animaux en tant que sujet d'une vie méritent un respect qui doit se traduire par des droits institutionnalisés. Ces droits impliquent dès lors d'abolir tous les traitements injustes infligés aux animaux. Les élever pour se divertir, pour s'en nourrir, les chasser, l'expérimentation animale, et bien d'autres. Pour le professeur de droit Gary Francione,
Le critère de la souffrance, soutenu notamment par Singer, suffit pour penser des droits pour les animaux. L'argumentaire juridique de Francione repose sur le fait que les animaux sont considérés comme des choses dans le droit, des choses que l'on peut s'approprier, échanger, détruire, alors qu'ils devraient être considérés comme des personnes à part entière. Utiliser les animaux pour l'agrément des humains n'est pas nécessaire pour Francione. Les humains peuvent toujours faire autrement, que ce soit pour les loisirs, l'alimentation, la recherche scientifique. Une justification contractualiste, utilisée en philosophie politique, a aussi servi à défendre un droit élargi des animaux. Mark Rowlands, dans son livre Animal Rights, s'inspire de l'idée de la position originelle utilisée par John Rawls dans son livre Théorie de la justice, que l'on a vu dans le premier épisode de Politicon. Allez-y y faire un petit tour pour mieux comprendre la position de Rowlands. Souvenons-nous, Rawls, dans Théorie de la justice, écrit que des individus placés dans une position originelle et sous un voile d'ignorance qui leur fait ignorer leur position sociale, de classe, de sexe, mais aussi leurs talents particuliers ou capacités, choisiraient des principes de justice basés sur l'égalité des chances et la justification des inégalités si celles-ci profitent aux plus démunis. Mais Rowlands ajoute à cette idée qu'une caractéristique n'est pas méritée si celui qui la possède n'a pas fourni d'efforts pour l'obtenir. En ce sens, on ne peut pas dire que posséder une certaine rationalité soit méritante, puisque celle-ci est innée pour ceux qui la possèdent, les humains par exemple. Dans la position originelle, on ne peut pas savoir si on aura ou non cette rationalité. Il faut donc étendre les principes de justice aux êtres vivants non rationnels, et donc aux animaux non humains. Voilà donc les animaux véritablement introduits en tant que sujet de droit dans les théories politiques des êtres humains. Les animaux peuvent donc être des sujets politiques. Politique, police. Et si on introduisait les animaux dans la cité? Et si on faisait des animaux des citoyens à part entière? C'est à cette question sérieuse que Will Kymlicka et Sue Donaldson ont tenté de répondre dans leur livre Zoopolis, une théorie politique des droits des animaux. Penser nos relations avec les animaux de manière morale ne change pas grand-chose au sort des animaux et renvoie chacun à son éthique individuelle, à l'adoption d'un régime vegan ou carné, à la pureté morale des uns ou à la bonne ou mauvaise conscience des autres. Penser politiquement cette relation implique que les choses changent véritablement, puisqu'au lieu de partir de chaque individu, on part directement des institutions qui peuvent instaurer, comme on l'a vu, un droit des animaux, et donc contraindre au respect de ce droit. Ce droit pensé par Francione ou encore Reagan recouvre plutôt des droits négatifs, qui impliquent un droit à ne pas être quelque chose, celui de ne pas être tué, exploité, empêché dans ses mouvements. Mais pour Kymlicka et Donaldson, il faut passer à une autre étape, celle de droits politiques positifs, comme ceux, par exemple, attachés à la citoyenneté. Le droit de circulation, d'occuper un territoire, mais aussi celui de prendre part à la vie politique. Autrement dit, Donaldson et Kymlicka accordent aux animaux domestiques, comme on va le voir, une souveraineté politique égale à celle des humains, qui permet de prendre en compte la complexité des relations qui les unissent. Cela peut paraître complètement contre-intuitif, mais voici comment ils argumentent. Notre relation avec les animaux domestiques est une relation qui implique des personnalités différentes, avec des envies, des craintes, des désirs, que l'on apprend du côté humain à connaître. Je sais que mes chats n'aiment pas tel type de croquettes, qu'ils préfèrent sortir la nuit plutôt que le jour, qu'ils détestent foncièrement les portes fermées. Je sais quand ils veulent qu'ils soient caressés et quand ils ne le veulent pas. Bref, notre relation est basée sur une certaine réciprocité. Parfois, moi-même, j'ai envie de les caresser, mais eux ne le veulent pas. Parfois, c'est l'inverse donc. Il y a des compromis, des échanges simples, mais des échanges tout de même entre des désirs et des envies de les satisfaire ou non. Et cela implique que je puisse interagir avec mes chats, pour satisfaire au mieux ce qui semble être leur intérêt. Kymlicka et Donaldson font un parallèle avec la prise en compte des intérêts des handicapés mentaux lourds, qui impliquent une communication et une relation spécifiques. Il s'agit donc d'introduire des droits qui régulent les relations entre les humains et les animaux, de la même manière que le droit régule les relations entre parents et enfants, enseignants et élèves, employeurs et employés. Pour Kymlicka et Donaldson, ces droits doivent être différenciés et spécifiques en fonction des catégories d'animaux auxquelles ils s'appliquent. Animaux sauvages, animaux résidents, qui sont proches des habitations mais qui ne sont pas domestiqués, et enfin donc les animaux domestiqués qui peuvent prétendre à une véritable citoyenneté. Si les animaux domestiques peuvent être des citoyens, il peut être juste de penser qu'ils puissent participer à la vie de la communauté sociale et politique en vue du bien commun.
En respectant la personnalité de chaque animal, on peut utiliser un chien, même si le mot est mal choisi, pour sauver des vies, ou d'autres animaux encore, pour réconforter les patients d'un hôpital. Mais ce type d'activité pour les animaux ne doit pas occuper tout leur emploi du temps si l'on peut dire. Les relations politiques avec les animaux peuvent donc aussi être pensées comme étant avantageuses pour à la fois les animaux, mais aussi pour les humains. L'idée étant donc de trouver un bon équilibre. Depuis sa parution, le livre de Kymlicka et Donaldson a permis de relancer sur de nouvelles bases le débat autour des relations que l'on a avec les animaux. Au-delà donc des questions de morale, ou encore de droits des animaux, pensés seulement comme des droits à ne pas souffrir. Ayant dessiné donc les contours d'une éthique et d'une politique des animaux, je vous laisse à présent débattre si vous le souhaitez dans les commentaires, à me dire si vous voulez la position qui vous semble la plus juste, et pour que la réflexion se diffuse, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à activer cette fameuse petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Vraiment. Et enfin, pour m'aider dans l'écriture, la lecture des épisodes, vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Ça peut me permettre d'acheter du café, des livres ou encore du matériel. Le partage des vidéos, le financement participatif m'encourage vraiment. Et un gros merci donc à ceux et celles qui me soutiennent déjà. Merci. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, ainsi que les animaux que vous côtoyez peut-être ou non. À la prochaine.